Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Tous les mardis de 12h30 à 13h, eh bien, c'est l'emploi qui est à l'honneur sur Décideur TV. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Florence Covet, directrice des ressources humaines France du premier producteur mondial d'énergie nucléaire, le groupe Areva. Florence Covet, bonjour. Bonjour Pierre Chavannes. Alors, vous êtes diplômée d'un DEA du droit du travail et vous avez également un DESS en ressources humaines. Vous avez passé près de 10 ans chez France Télécom au service des ressources humaines avant de rejoindre le groupe Areva en 2005 où vous avez occupé différentes fonctions au sein du département RH. Vous êtes notamment occupé des relations sociales au niveau du groupe et puis vous avez pris également des responsabilités sur le terrain, comme on dit, au cœur d'une business unit avant de devenir, depuis le 1er janvier 2012, eh bien, la directrice des ressources humaines France. Alors, votre groupe a fait la une de l'actualité économique la semaine dernière avec l'officialisation d'un contrat entre EDF et la ville de Londres sur la production de 2 nouveaux réacteurs nucléaires pressurisés, les fameux EPR. Areva est associé à ce projet. Alors, on sait que votre groupe est engagé dans un programme de cession d'actifs et de réduction des coûts. Est-ce que ce nouveau contrat vient donner un peu d'air, et notamment en matière d'emploi ? En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle par rapport au nucléaire en général et au nucléaire en Europe, parce que c'est effectivement un point important pour l'avenir du nucléaire. Et comme vous le signalez, nous avons donc obtenu ce contrat qui, au-delà du nucléaire, va aussi apporter beaucoup d'emplois en France et en Angleterre. Alors effectivement, je crois que ça va effectivement donner du travail, notamment sur le site de Saint-Marcel en Bourgogne, et puis le site du Creusot, c'est ça, où vraiment vont être fabriqués, si on rentre un peu dans la technique, la cuve du réacteur, le générateur de vapeur et le pressurisateur, voilà. C'est ça ? Pressuriseur. Voilà, vous avez tout compris, effectivement, principalement ce contrat va nous amener du travail sur l'usine du Creusot et de Saint-Marcel, mais également à Gemont, qui est un peu plus au nord, sur la partie des pompes, ce qu'on appelle les pompes primaires. Alors, est-ce qu'on peut quantifier le nombre d'emplois créés peut-être par ce projet ? Alors, en France, c'est de l'ordre de 600 embauches qui vont être réalisées par rapport à ce contrat. Et après, localement, en Angleterre, un certain nombre aussi d'autres embauches. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est 600 embauches par rapport à ce contrat que nous venons d'obtenir. Et alors, ce seront des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens ? Alors là, de façon tout à fait identique par rapport à l'ensemble des embauches que nous réalisons, puisque au-delà de ce contrat, on a aussi un programme ambitieux d'embauche. On va être à la fois sur des ingénieurs, effectivement, mais aussi des techniciens et des ouvriers. Donc, on a vraiment l'ensemble des métiers qui vont pouvoir, par rapport à ce contrat ou en général, être recrutés. Alors, revenons justement peut-être sur le détail des activités de votre groupe. Effectivement, tout le monde connaît ce groupe, premier producteur d'énergie nucléaire, mais on ne sait pas vraiment finalement, au fond, si on rentre dans les métiers proprement dit, comment se distinguent les activités, différentes activités du groupe ? Alors, si vous permettez, je vais peut-être vous situer d'abord quelques chiffres, parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelques ordres de grandeur. Areva, c'est quoi ? C'est d'abord un chiffre d'affaires de 9,4 milliards d'euros, dont principalement, une partie, 35% de ce chiffre d'affaires est réalisé en France. On compte 45 000 salariés dans le monde, donc on est vraiment présent dans l'ensemble du monde, dont 28 000 salariés en France. Quasiment la moitié des effectifs. Voilà, quasiment la moitié, même un peu plus de la moitié en France. Quand on parle du nucléaire, effectivement, Areva, leader mondial du nucléaire, ça veut dire quoi ? Concrètement, et je vais vous décrire ça de façon, synthétique, l'ensemble des périmètres d'Areva. On part de l'exploration des mines et leur extraction, le minerai, l'uranium. Ensuite, vous avez une partie qu'on appelle chez nous le business group amont, où là, vous allez avoir le procédé de conversion et d'enrichissement. C'est les sites situés notamment dans le sud-est de la France. Puis la fabrication donc, du combustible. Ça, c'est une première partie, l'amont avec la mine et l'amont, la première transformation de l'uranium et la fabrication de combustible. Ensuite, s'ajoute à ça, bien sûr, la construction des EPR.
Et là, l'illustration avec ce contrat obtenu en Angleterre. Mais au-delà de la construction, on a également tout ce qui est contrôle, maintenance, modernisation des réacteurs en service au travers dans le monde entier, puisque nous sommes situés vraiment, encore une fois, dans le monde entier. Vient ensuite une autre activité qu'on appelle chez nous le recyclage, puisque vous avez également le traitement du combustible usé. Ça, c'est une part importante, avec notamment une usine située à La Hague, dans le Nord-Cotentin, et toute la partie assainissement et démantèlement. Alors ça, effectivement, on sait que ce sont des chantiers qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Là, quand vous recherchez des ressources humaines pour ce genre de... Est-ce qu'il y a des ressources qui sont dédiées au démantèlement, des métiers qui sont des ingénieurs techniciens qui vont être focalisés sur cette activité? Alors, la grande particularité d'Areva, c'est d'abord d'avoir à peu près, j'allais dire, 1000 métiers. Ça peut faire sourire, mais c'est vraiment ça. Et donc, de permettre à nos salariés, certes, ils vont être dédiés un temps, mais également d'avoir des parcours en interne. Et ce que l'on va rechercher avant tout dans les profils que l'on recrute, c'est des profils techniques auxquels on va ensuite complété par un cursus de formation interne. Donc il n'y a pas à proprement parler de profil dédié. Vous rentrez chez Areva, je pense que c'est quelque chose d'important. Vous rentrez chez Areva parce que vous avez un goût et une formation technique et en fonction des besoins, effectivement, vous pouvez être dans tel ou tel secteur d'activité. Alors, là, vous nous avez rappelé effectivement les secteurs d'activité. Aujourd'hui, quel est le secteur qui recrute le plus ? Alors, je ne vais pas parler de secteur, je vais plutôt parler de métier, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, de métier et j'allais dire de région aussi, parce qu'on a également à regarder ce point-là. Alors, les métiers sur lesquels on va recruter, c'est des métiers d'ingénieurs, ingénieurs en études, puisqu'on a dans tous nos projets une phase d'amont, d'ingénierie d'études. Donc ça va être des premiers profils que l'on va regarder, mais également ingénieurs en conduite d'essai, je vais illustrer. Lorsque vous avez des arrêts de tranche dans les centrales, par exemple chez EDF, on va avoir des ingénieurs qui chez nous vont diligenter cette partie de l'activité, c'est-à-dire il y a un arrêt de tranche et après vous devez redémarrer, donc il y a une conduite d'essai et là ça va être fait par des ingénieurs en conduite d'essai. Ça peut être des premiers métiers sur lesquels on va beaucoup recruter. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est technicien d'intervention sur chantier. Ça veut dire des personnes qui vont se déplacer, si on prend le territoire français, partout où il y a des centrales nucléaires, qui vont intervenir sur les chantiers, ou encore des ouvriers en maintenance de production ou en production dans nos différentes usines sur le territoire. Mais alors, ce que vous voulez dire, c'est que là, quand effectivement, vous faites votre politique d'embauche, vous ne raisonnez pas en termes d'activité, parce que là, vous nous avez rappelé les différents pôles du groupe. J'imagine que certains pôles fournissent plus de chiffre d'affaires que d'autres, et donc du coup, j'imagine aussi que la croissance des uns et des autres est variable. Est-ce que c'est bien ça, quand même, le driver qui va faire que vous allez embaucher telle ou telle personne ? Alors, le driver, il est multiple. D'abord, le point important, c'est que l'on va recruter 12 000 personnes d'ici 2020. Vous l'avez peut-être vu, il y a une campagne publicitaire récemment qui fait état de ce besoin en embauche. Donc, 12 000 embauches avec 1 500 dès l'année prochaine. Donc, c'est très important. Ces embauches, elles sont liées à quoi? Elles sont liées d'abord, bien entendu, au projet. Lorsque vous avez, comme on l'a vu là avec UK, la conclusion d'accord, forcément, ça génère des équipes projets et donc une embauche. Mais c'est également lié à l'attrition naturelle, c'est-à-dire au départ en retraite que l'on peut avoir dans nos différentes usines. Pour vous illustrer, dans le Nord-Cotentin, on va recruter là 300 personnes sur le Nord-Cotentin, donc La Hague, puisque nous avons de nombreux départs en retraite dans les mois et années à venir. Donc c'est ce qui va nous guider, c'est le projet, là où il y a le business, mais également, puisque dans nos usines, il faut avoir un niveau de ressources adapté par rapport à l'activité, et on a un certain nombre de départs, du coup, on va recruter aussi sur ces activités qui sont là et pérennes et pour de nombreuses années. Alors, est-ce facile de recruter, et je rebondis sur une question d'OSS 117, le nucléaire est-il un secteur d'avenir depuis Fukushima? Et effectivement, ça a dû quand même détériorer l'image du groupe et de l'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats se poussent au portillon pour effectivement rentrer sur cette énergie qui est largement remise en cause aujourd'hui? Alors, d'abord, détériorer, non. On a été chahuté après Fukushima, mais de façon tout à fait relative, parce que Areva est une entreprise solide. Et vous l'avez ressenti ça dans les candidatures? Très faiblement. Je vais vous donner quelques chiffres. On a
à peu près, avant Fukushima, on avait de l'ordre de 560 candidatures par jour postulant chez Areva. Après Fukushima, on en a 500. Donc, vous voyez, 560, 500. Donc, dire une baisse toute relative. Et là, avec la campagne de publicité que l'on fait, forcément, on va pouvoir à nouveau drainer davantage de candidatures. Donc vous avez dû effectivement mettre en place une politique de communication pour eh bien, montrer que on peut faire du nucléaire de façon responsable, c'est ça? Très faiblement, puisque, encore une fois, après Fukushima, on n'a pas tellement communiqué, puisque Areva est connu pour son sérieux, sa responsabilité, la sûreté. Ça, c'est des enjeux très importants. Donc, on a pu bénéficier, encore pendant longtemps après Fukushima, de cette image. Là, effectivement, nous avons décidé de communiquer à nouveau, mais ça s'inscrit également dans le cadre du débat sur la transition énergétique, oui, où effectivement Areva est le leader mondial, vous l'avez dit, du nucléaire. Le nucléaire est un pilier important dans cette transition énergétique. En tout cas, nous en sommes tout à fait persuadés. Et c'est pourquoi on a souhaité recommuniquer sur le nucléaire et la position d'Areva. Dans cette communication publicitaire, il y a effectivement aussi une part sur l'emploi, puisqu'encore une fois, on a 12 000 embauches à réaliser. Alors, j'ajoute aussi, et c'est un point important sur l'embauche, Areva embauche, mais la filière nucléaire, parce que vous parlez oui, de l'effet Fukushima, mais la filière nucléaire va recruter énormément dans les années à venir. C'est 110 000 emplois directs et indirects qui vont être nécessaires dans la filière nucléaire. Et ça, on le sait au travers d'une démarche qu'a lancée le gouvernement en 2012, dans le cadre du comité stratégique de la filière nucléaire, qui rassemble aussi bien les exploitants, EDF, Areva, CEA et Landra, mais également l'ensemble des entreprises qui œuvrent dans le nucléaire et les parties prenantes de l'État en matière d'emploi et formation. Ça nous a permis de faire une cartographie des besoins de la filière nucléaire et donc d'arriver quand même à ce chiffre qui est vraiment significatif dans une période où on sait que l'emploi est difficile dans le monde et particulièrement en France. On peut clairement dire que nous avons besoin dans la filière nucléaire de 110 emplois à horizon 2020. Alors, donc vous avez répondu à OSS 117. Vous avez également un pôle énergie renouvelable. Hein. Alors je crois que c'est effectivement assez peu important pour l'instant, mais ça représente quand même 6% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est une filière, du coup, les énergies renouvelables, qui recrute ? Alors, effectivement, j'avais oublié, et vous faites bien de le signaler, dans ma présentation des activités d'Areva, puisqu'on est parti aussitôt sur le nucléaire, mais nous avons également ce business group renouvelable avec 6% du chiffre d'affaires. Oui, c'est une filière qui recrute, mais qui va surtout recruter dans les années à venir. Notamment, alors si je me recentre un petit peu par rapport à Areva et au paysage français, un point très important qui concerne la construction d'une usine au Havre et d'une unité de maintenance à Saint-Brieuc dans le cadre du parc éolien offshore. Donc une usine au Havre qui devrait générer à peu près 750 à 800 emplois, hein, une usine toute neuve qui va sortir de terre, et ça je pense que c'est très important par rapport à notre ancrage territorial et à nos actions en faveur de l'emploi dans les régions, et à Saint-Brieuc qui sera orienté sur la maintenance, et là de l'ordre de 150 emplois. Ça, ce sera davantage à horizon 2015 et dans les années à venir. Alors revenons effectivement maintenant vraiment centré sur les profils que vous recherchez. OSS 117, encore lui qui demande, si on n'est pas ingénieur, peut-on faire carrière chez vous? Oui. Oui. 3 fois oui, 10 fois oui, oui, bien sûr. Alors expliquez-nous. En fait, on a, comme je vous signalais, une très large palette de métiers. Donc effectivement, on va recruter des ingénieurs sortis des écoles, sortis de l'université. Mais on va recruter également beaucoup de bac+2, encore une fois dans des formations techniques, mais également des ouvriers. On peut très bien avoir aussi des embauches en sortie de lycée technique. Donc on va vraiment avoir tout type de profil. Point important également, nous ne recrutons pas des gens issus des formations dites nucléaires. Ça représente 10% de nos recrutements. Ces 10%, ça va être sur des métiers comme la radioprotection, la thermohydraulique, la neutronique, mais c'est que 10%. C'est-à-dire que les 90% autres dans nos métiers techniques opérationnels sont des ingénieurs ou des techniciens généralistes.
des chimistes aussi, beaucoup de chimistes. Voilà. On a encore une fois une très large possibilité de recrutement. J'encourage notamment à aller voir ces possibilités sur notre site, www.areva.com, rubrique carrière, et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités avec une large palette de formations initiales. Paul demande, que pensez-vous des formations universitaires? C'est vrai qu'on a souvent cette idée que en tête, c'est peut-être un tort, mais vous allez nous dire effectivement ce que pense l'employeur Areva, que ces entreprises-là privilégient les profils grandes écoles et laissent de côté les universitaires. Est-ce le cas de votre côté? Alors avec 12 000 embauches, au contraire, c'est un levier formidable pour nous pour diversifier nos recrutements. Bien évidemment, il y a des ingénieurs issus des écoles d'ingénieurs, grandes écoles ou autres écoles. Quelle part de l'effectif? C'est relativement faible. Honnêtement, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est relativement faible. Donc on privilégie aussi les formations universitaires, scientifiques, techniques. On va beaucoup recruter. On va aussi regarder pour un certain nombre... Est-ce qu'il y a des formations privilégiées, effectivement? Pas de formation privilégiée. Encore une fois, ce qui va prévaloir pour nous, c'est que ce soit école ou université, c'est avant tout le goût pour la technique. Ça, c'est extrêmement important. Au-delà d'avoir fait une formation technique, il faut avoir ce goût, cette appétence pour la technique. Ça va être aussi, et ça, on le voit en recrutement, l'esprit d'équipe. Parce que quand vous travaillez chez Areva, vous allez très souvent travailler dans des grandes équipes, en équipe projet. Être capable aussi de travailler dans des environnements complexes, matriciels. Je vais vous citer un exemple pour illustrer. Lorsque vous travaillez sur un chantier EPR, celui par exemple en Finlande, vous allez avoir jusqu'à 60 nationalités différentes. Donc il faut être capable de travailler dans un environnement complexe, avec aussi avant tout le sens de la responsabilité. Point extrêmement important, ce sens de la responsabilité et le sens du client. Donc ça, c'est avant tout ce qu'on va regarder au-delà de la formation, qu'elle soit grandes écoles, écoles d'ingénieurs ou universitaires. Alice demande quel type de contrat pour ces embauches? Effectivement, vous embauchez en CDI, en CDD, en alternance? Alors, on embauche, quand je parle des 12 000 embauches, c'est en CDI, pardon. C'est des embauches en CDI. Donc ça, c'est pour d'ici 2020. D'ici 2020. Donc 1500. Alors si on se donne un objectif plus court terme, voilà. Déjà pour 2013, l'objectif c'était... Alors 2013, on était pratiquement à 1200, 1300 et on devrait avoir finalisé les embauches pour 2013. Et 2014, on est à nouveau sur 1500 embauches en France. En CDI. Donc, en CDI. Pour autant, nous avons également des embauches en CDD, notamment sur l'alternance. Puisque nous avons, et ça c'est important pour ceux qui nous regardent, on a 5% de nos effectifs en alternance. Donc c'est un chiffre important, on est au-delà des obligations légales. Pourquoi ? On est au-delà de ces obligations légales, tout simplement parce que c'est essentiel pour nous de préparer l'avenir et d'organiser le transfert de compétences intergénérationnelles. Donc on va recruter en sortie d'école, mais aussi beaucoup dans notre vivier d'alternants qu'on va avoir eu à nos côtés pendant 1 an ou 2 ans. Et on va les embaucher en sortie de ces périodes d'alternance, pour un tiers d'entre eux. Alors j'ai vu, vous avez conclu un contrat avec l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, sur l'alternance justement, et vous vous engagez à fournir aux UIMM territoriales les dossiers des alternants non recrutés. C'est quoi l'idée? C'est que finalement on laisse les mauvais aux autres et on garde les meilleurs? Non, pas du tout. En fait, concrètement, et pour fixer aussi un petit peu les idées, on a à peu près, on recrute suite à un parcours en alternance, un tiers des jeunes ou moins jeunes qui ont été dans nos équipes. Il y a un tiers d'autres alternants qui vont décider de poursuivre leurs études, de repartir pour un cursus d'études, des fois en alternance, des fois chez nous ou dans d'autres entreprises. Et il y a un tiers qui peuvent ne pas tout à fait correspondre à notre besoin immédiat. Et ça nous a semblé important pour Areva d'être un acteur au niveau régional et de permettre à ces jeunes de trouver une embauche, si possible pérenne, dans une autre entreprise. L'idée, c'est qu'ils capitalisent sur l'expérience dans votre groupe, qu'elle ait servi effectivement à quelque chose et qu'elle puisse... Qu'elle puisse aller dans d'autres entreprises du nucléaire ou plus largement de la métallurgie, et d'où cette convention avec l'UIMM. L'UIMM va s'attacher à les aider dans ce parcours et surtout à les mettre en relation avec des besoins qui peuvent... Est-ce que vous suivez les parcours de ces alternants que vous avez effectivement transférés aux UIMM territoriales? Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'effectivement...
Vous avez dû le voir, cette convention est toute récente, elle date de juillet. Je ne peux pas vous dire que ce sera si facile que ça de suivre le parcours de tous ces jeunes. Par contre, ce dont je suis persuadée, et là ce sera vraiment, j'allais dire, gagnant-gagnant, un certain nombre de ces jeunes, après avoir enrichi leur parcours dans une autre entreprise, certainement pour beaucoup, on l'espère, reviendront peut-être chez nous en ayant complété, j'allais dire, leur formation initiale et leur parcours dans ces autres entreprises. Donc les suivre, je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une convention qui fait sens à l'heure où il y a des enjeux importants en matière d'emploi en France. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que effectivement le nucléaire, même l'industrie lourde, le métier industriel qui a fait rêver de nombreux ingénieurs il y a 30 ans, les fait encore rêver aujourd'hui? La semaine dernière, j'animais une émission justement à votre place, je recevais 2 invités autour des métiers du big data et ils recrutent massivement des ingénieurs, ce sont effectivement des scientifiques, des techniciens, et là on est effectivement sur le traitement quantitatif des données et sur des nouvelles industries adaptées au e-commerce, même sur la santé. Est-ce que, alors peut-être est-ce que Areva intègre cette dimension big data ou est-ce qu'elle est à côté, et dans quel cas, comment vous vous situez par rapport à une concurrence des nouvelles industries pour recruter les meilleurs éléments? Alors, je ne sais pas si c'est une question big data ou pas big data. Ce qui est sûr, c'est que vous parliez de faire rêver. Quand vous rentrez chez Areva, c'est ça. C'est le défi technologique, c'est le défi technique. Et là, les jeunes qui rentrent chez nous, je vous assure qu'ils en ont des défis et qu'ils en ont des aventures. Parce qu'on va se situer en plus des fois sur des projets très très longs, avec des enjeux colossaux. On s'attache aussi à les mettre en responsabilité. Bien entendu, tout ce qui est technologie moderne, on les a. Mais encore une fois, on est sur aussi des niveaux d'expertise très très forts, avec des enjeux d'excellence assez phénoménal. Et en général, les gens qui rentrent dans des filières techniques, c'est aussi ça qu'ils recherchent, et c'est ça qu'on peut leur offrir en venant chez Areva. Alors, est-ce que vous les trouvez facilement, ces profils, justement, puisque ce sont des expertises très spécifiques? Alors, pour la plupart, oui. On peut avoir des enjeux un peu plus pointus. Je vous parlais par exemple de neutronique. Voilà. On a quelques niches ou des métiers un peu plus difficiles à sourcer. Mais là, on a nos réseaux, on a nos partenariats, on y arrive. Mais comme je vous le signalais, la grande majorité de nos recrutements, ce sont des profils techniques, j'allais dire de base, sortis des écoles d'ingénieurs ou des techniciens, et que l'on va former. Parce que ça, c'est un point extrêmement important, puisqu'on ne va pas directement recruter des gens ayant une formation nucléaire. Pourquoi? Parce on s'attache à les former en interne. Là aussi, quelques chiffres, 1 million d'heures de formation, donc bien au-delà des obligations légales, bien entendu. En moyenne, ça représente 1 semaine par an par salarié, tout métier confondu. Et on va accompagner énormément, puisque vous avez, sur la plupart de nos métiers, une courbe d'apprentissage qui est assez longue. Je peux vous citer un exemple. On parlait d'ingénieur en conduite d'essai. Un ingénieur en conduite d'essai, pour qu'il soit autonome, ça va être 3 ans. Donc pendant 3 ans, il va être accompagné, formé, compagnonné. Les soudeurs, on recherche des soudeurs, c'est un métier passionnant. Et là aussi, la courbe d'apprentissage, quand bien même la personne que l'on a recrutée à la formation initiale, le diplôme, elle va, avant d'être en autonomie, être compagnonnée par quelqu'un du terrain qui connaît les gestes, qui connaît l'ensemble des contraintes et le métier pendant plus d'1 an, avant de pouvoir être en autonomie sur son poste. Marine demande, et les femmes chez Areva? Et oui, ça c'est un sujet, effectivement, l'égalité professionnelle homme-femme, où en est Areva sur cette question? Alors merci à Marine de cette question. Les femmes, ça représente à peu près 22% de notre effectif, certainement assez comparable à beaucoup d'entreprises de l'industrie. On a vraiment la volonté de féminiser. Ça, c'est vraiment un enjeu fort. Donc j'encourage les jeunes femmes qui sont actuellement dans des formations, qui se posent des questions éventuellement sur la filière, à ne pas hésiter à aller dans ces métiers techniques. C'est des métiers au sein d'Areva qui sont complètement accessibles aux femmes. On est vraiment très vigilant à féminiser nos équipes, parce que c'est un levier de richesse, c'est un levier d'innovation. Et encore une fois, on veille non seulement à les recruter, mais également à leur promotion. Alors, c'est un levier de richesse, ça c'est souvent effectivement le langage que peut tenir une entreprise, mais c'est aussi une obligation légale, on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais il y a eu une loi qui a été promulguée le 27 janvier 2011 et qui
prévoit effectivement l'instauration progressive de quotas pour aller vers la féminisation. Donc ça n'est pas seulement effectivement une volonté de la part des entreprises, mais c'est bien parce que derrière il y a peut-être des sanctions financières. Alors pour rappeler simplement à nos téléspectateurs, cette loi qui a été votée en janvier 2011 prévoit que 3 ans après sa promulgation, donc janvier 2014, les instances à savoir les conseils d'administration et de surveillance, devront au moins compter 20% de femmes. Aujourd'hui, là, nous sommes donc fin 2013, Areva compte 23%. 23%. Voilà. Et par ailleurs, je précise aussi que nous avons, depuis 2010, on doit être une des premières entreprises à avoir obtenu le label diversité. Et donc, c'est un label qui régulièrement est remis en cause et sur lequel il y a un certain nombre de critères, dont celui de la féminisation, de l'égalité professionnelle. Et encore une fois, tout l'ensemble du management est extrêmement sensibilisé et, j'allais dire, embarqué et tout à fait réceptif pour cette féminisation. Et alors, quand vous recrutez, effectivement, est-ce que vous favorisez, du coup, vous avez, j'imagine, puisque l'objectif final, c'est d'avoir 20%, vous, à l'embauche, vous fixez un objectif aujourd'hui de recrutement de combien de pourcents de femmes? On n'est pas forcément, parce que ce serait difficile là d'instaurer un quota, mais là aussi, en tout cas, on est actuellement à l'ordre de 20% de femmes recrutées, et ce que l'on souhaite, c'est aller bien au-delà de ça. Très bien. L'idée, je reviens sur la loi, c'est de 3 ans après 20%, 6 ans après 40%. Comment on passe de 20% à 40%? Ça va être difficile. Ça va être difficile, d'autant plus que justement dans les formations techniques, les formations d'ingénieurs, il n'y a pas forcément assez de femmes encore. Donc forcément, lorsque vous avez éventuellement un déficit au départ, dans ces formations, ça se retrouve dans la suite de la carrière. Mais on est confiant, parce que ce sera une question de volonté, d'impulsion en interne. Et cette impulsion, elle est donnée depuis déjà un certain temps au sein d'Areva. Mais il va falloir quand même se battre. Une question intéressante de Monsieur Molineux. Les personnes qui forment vos nouveaux collaborateurs interviennent-elles aussi dans les écoles universités, point d'interrogation, ou bien cette volonté de former des ingénieurs généralistes à vos métiers en interne est-elle une façon de maintenir un contrôle sur vos savoirs et savoir-faire? Non, on a bien sûr un certain nombre de nos salariés, de nos collaborateurs qui interviennent. On a même des chaires dans certaines universités ou qui dispensent des formations. Ça fait partie vraiment de notre action tournée vers les écoles et les universités. On a également, j'allais dire, des actions tournées vers les forums étudiants où on va intervenir aussi beaucoup, que ce soit au niveau des écoles et universités, mais également, parce que ça commence très tôt, on a toute une action auprès des collèges et des lycéens. Donc on intervient beaucoup à l'extérieur. Donc il n'y a pas de volonté de garder toute notre formation en interne. On le fait aussi en externe. Pourquoi on a cette politique de formation en interne? Toutefois, c'est parce que, comme je vous le disais, les cycles d'apprentissage sont très longs. Donc on a développé effectivement un ensemble de parcours en fonction du bagage initial de nos collaborateurs pour être parfaitement formés, parce qu'au-delà de la formation, j'allais dire livresque et théorique, il y a aussi le geste, et ça, c'est des choses qui ne peuvent se faire qu'en interne. Et alors, quel est le taux de turnover justement des salariés chez Areva? Parce que vous avez effectivement un cycle très long de formation. Est-ce que les gens restent au final? Oui. Les gens restent, on a cette chance-là. Je dis cette chance-là parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans la durée. On a un taux de turnover de l'ordre de 1,8-2%, donc très faible. Ce qui prouve que les salariés qui rentrent chez nous sont satisfaits certainement de leur travail et des perspectives qu'on leur offre, et j'allais dire de l'ensemble de l'accompagnement qu'Areva leur donne. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Florence Cauvet. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et surtout celles des internautes. La semaine prochaine, eh bien, je recevrai la directrice des ressources humaines de Orange, Christine Lanoé. Et justement, Orange, on parlait des femmes en dernier lieu, eh bien, est plutôt aussi assez bien avancée dans ce domaine, puisque 3 femmes sur 11 sont présentes dans son comité exécutif, soit 27%, un peu plus que vous. Voilà, donc nous prolongerons cette discussion avec Christine Lanoé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine.